Ah bon, thème, j'ai perdu. Voilà, repenser la question de la sécurité, solutions alternatives. Donc la première intervention, ça va être Christine Buchholz et Frank Krenken, qui vont intervenir sur les intérêts derrière l'intervention européenne au Mali. Ensuite, on aura Nikolai Rochert, qui lui interviendra sur le thème « Instruments pacifiques pour un appui à la prévention et à la résolution des conflits dans le contexte exemplaire du conflit au Mali, les positions alternatives au sein du parti de Linke à la stratégie du gouvernement fédéral allemand ». Oh, bruit, il y a trop de bruit dans la salle. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et la dernière intervention, non, pas la dernière d'ailleurs. Donc Mohamed Saïmé qui, lui, interviendra sur la conception socio-stratégique de l'Algérie, du développement durable et de la sécurité au Sahel. Et ensuite, on aura Madame Aminata Traoré qui viendra nous parler des femmes, en fait, voilà, dans la situation de crise. Donc je passe la parole à Christine. Moi, des hommes, moi je veux parler des hommes. Ça marche? Bonjour. Chers amis, Franck et moi, nous souhaitons saisir aujourd'hui l'opportunité de ce colloque et relater de quelle façon l'intervention militaire internationale est justifiée en Allemagne et ce qui, à notre avis, se cache véritablement derrière celle-ci. Nous parlons sur comment a-t-on abouti à la décision de faire intervenir la Bundeswehr, le militaire d'Allemagne. Nous parlons sur la militarisation de la politique étrangère allemande et nous parlons sur la perception de la guerre en Allemagne et motifs sous-jacents à l'engagement militaire. Pendant longtemps, le gouvernement fédéral allemand n'a accordé aucune importance particulière au Mali. Cette situation n'a changé qu'à partir de 2012 avec la crise au nord. La réaction immédiate a été d'infliger des sanctions contre le gouvernement sous la houlette du capitaine Sanogo. À l'automne 2012, la chancelière allemande Angela Merkel a brusquement pris le devant en évoquant une mission militaire allemande au Mali, au contexte européen. Il faut dire que c'était une prise de parole très soudaine, très subite, mais après des semaines, ils ont réalisé que la situation au Mali est tellement complexe, tellement compliquée, et que les idées qui sont évoquées au sein de la CEDEAO sont tellement irréalistes que ce projet, ils se sont éloignés progressivement de ces plans d'origine de participation à une intervention militaire. Et pourtant, on le sait, l'Allemagne a bien fini de participer à cette intervention. Cela dit en long sur la dynamique de ce type d'opérations qui ne sont pas toujours préparées par un plan soigneusement élaboré avec une stratégie sur plusieurs mois. L'Allemagne a rejoint l'intervention de façon précipitée en janvier 2013. Le gouvernement français avait lancé l'opération Serval, comme vous le savez, et après l'avancée des djihadistes dans le sud du Mali, et c'est lui qui dictait le rythme. Le gouvernement fédéral allemand a décidé du jour au lendemain de s'associer à deux missions. Une mission sous la houlette de AFISMA, qui est devenue MINUSMA aujourd'hui. Sous ce mandat, la Bundeswehr a pris en charge en 2013 le transport de soldats d'Afrique de l'Ouest et le matériel dans la zone du conflit, ainsi que le ravitaillement d'avions de combat français en opération. Ce qui importe parce que ça veut dire qu'il faut mettre de l'essence dans les avions de combat en opération.
Deuxièmement, on a cette mission d'entraînement EUTM Mali. Des bataillons de l'armée malienne sont formés à l'intervention dans le Nord. En ensemble, ce seront 3000 qui sont formés dans ce mandat. Le suffrage du Parlement allemand, imposé par la Constitution, a été sollicité avec 6 semaines de retard. La manière chaotique dont ce suffrage a été exprimé le démontre bien. L'intervention n'est pas motivée directement par les événements au Mali, mais plutôt par une logique toute personnelle de la politique internationale allemande. Jusqu'à la fin de la guerre froide, l'Allemagne était divisée en deux. Dans cette situation, il était absolument inenvisageable que la Bundeswehr puisse participer à une opération internationale en dehors du territoire de l'OTAN. Dans les 40 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, la République fédérale d'Allemagne s'était si bien développée qu'elle était devenue un géant économique. Mais, tout comme la RDA, le pays était un nain sur le plan politique. Après la réunification, la classe dirigeante allemande a voulu gagner en force politico-militaire. Ces souhaits a mis à l'ordre du jour la question du déploiement international de l'armée. Le ministre de la Défense de l'époque, Volker Rühl, a déclaré en 1991 que l'Allemagne a gagné voler tout comme les autres. On a aussi une responsabilité internationale. Tout comme les autres, il fallait comprendre, comme la France, comme la Grande-Bretagne, le gouvernement fédéral voulait tout naturellement être une mesure d'envoyer des soldats partout dans le monde. Toutefois, après la réunification, la grande majorité de la population allemande en Allemagne ne saluait aucunement de ce vœu une telle entreprise. La majorité juge avec scepticisme, voire même avec refus, les interventions à l'étranger, et c'est jusqu'à aujourd'hui encore. C'est pourquoi le projet de décideur allemand était habitué progressivement la population aux nouvelles nécessités. C'est pourquoi le projet des décideurs allemands était habitué progressivement, pas comme Christine l'a dit, à des interventions militaires. Mais cette préoccupation à l'endroit des troupes allemandes à l'étranger a été mise en pratique avec détermination jusqu'à aujourd'hui par les différents gouvernements sous la responsabilité des conservateurs ou des sociodémocrates. Ils ont résolument amplifié l'intensité et l'étendue de l'intervention de l'armée année après année. Donc, au début, dans un premier temps, les policiers ont été envoyés au Cambodge en 1993. Une année plus tard, en 1988, pour la première fois, à une intervention militaire, et dans ce cas, en Somalie. Mais à cette époque-là, on a dit qu'il s'agit seulement d'une participation aux raisons humanitaires. Donc, les troupes allemandes ont été stationnées dans l'arrière-pays avec pour mission de creuser les puits. Puis, 5 ans plus tard, 1999, c'était la guerre en Yougoslavie, et la Bundeswehr, l'armée allemande, soutenait les attaques aériennes des États de l'OTAN, mais pas avec des avions de combat, mais avec des reconnaissances aériennes. Donc, on voit, c'est une
un progrès pas à pas. En 2001, enfin, s'est déclenché la guerre en Afghanistan. Il s'agit en Afghanistan de la plus grande et la plus vaste intervention opérée par les troupes allemandes aux côtés de l'OTAN depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, après 13 ans, l'intervention est un désastre total. Un exemple, en 2009, plus de 140 civilistes, dont de nombreux enfants, ont été tués près de Kunduz par une attaque aérienne sur les ordres de la Bundeswehr. Le Bundeswehr de l'armée allemande. Parallèlement à l'Afghanistan, les soldats allemands ont été envoyés sur de nombreux autres théâtres d'opération, notamment majorité des pays africains. Le Congo, Somalie, Soudan, le Darfour, le Centrafrique et dernièrement au Mali. Le plus souvent, il s'agit toutefois de petits contingents d'officiers supérieurs ou d'instructeurs militaires. Car la vérité est bien que la Bundeswehr n'est pas actuellement en mesure, sur le plan purement technique, de mener plus d'une intervention comme celle en Afghanistan. Pour cette raison, une grande réforme de l'armée a été initiée ces dernières années et elle n'est pas encore bouclée à ce jour. Elle prévoit, cette réforme, la constitution d'unités capables d'intervention rapide. Le responsable du commandement opérationnel de la Bundeswehr a déclaré à ce sujet, il y a un an, et je cite, « Nous devons nous pencher sur l'Afrique parce que les développements dans ces pays sont susceptibles de concerner aussi nos intérêts. L'éloignement concret d'un pays joue de moins en moins un rôle, me semble-t-il. Je suis d'avis, pas moi mais le commandeur, je suis d'avis que les intérêts allemands en matière de sécurité ne s'arrêtent pas dans un rayon de 2000 ou 5000 km autour de l'Allemagne. » Fin citation. Le but est d'être présent militairement à un maximum d'endroits pour pouvoir avoir voix au chapitre. Une autre finalité de la multiplication des interventions est l'entraînement des propres forces. L'opération au Mali est précisément à considérer sous cet aspect. Contrairement à la France, l'armée allemande ne possède quasiment aucune expérience, aucune connaissance du terrain et aucune base militaire sur le continent africain non plus. Le climat à lui seul constitue un défi énorme pour les soldats comme pour le matériel. En raison des moyens réalité, le gouvernement fédéral agit en principe uniquement au sein d'une alliance avec d'autres pays. En Afghanistan et en Europe de l'Est, aujourd'hui, c'est bien sûr l'OTAN. En Afrique, c'est surtout la France. En effet, les intérêts entre la France et l'Allemagne se complètent. Paris a une longue histoire de l'intervention en Afrique de l'Ouest et possède une expertise militaire, une influence politique et des bases en Afrique. Cependant, le gouvernement français veut en même temps faire des économies et invite l'Allemagne, comme l'Union européenne en ensemble, à participer au coup. Tout un symbole, au Mali, la brigade franco-allemande a mené l'entraînement des forces maliennes pendant plusieurs mois. Dans leur beau discours, les représentants du gouvernement allemand invoquent volontiers l'engagement au Mali. Cependant, ils ne parlent jamais de ce qui font réellement les troupes et encore plus rarement des zones d'ombre de l'engagement. Une autre impasse médiatique concerne les victimes ou la réalité sociale. Pour finir, le motif économique derrière l'engagement au Mali s'en refute eux aussi. Naturellement, il est faux de prétendre que les troupes allemandes sont envoyées au Mali et qu'en conséquence, des entreprises allemandes bénéficieront directement de quelqu'un contrat ou licence. Mais une chose est claire également, si l'Allemagne
n'avait pas d'intérêt économique dans la région, il n'y aurait pas non plus d'engagement militaire. Le gouvernement fédéral a publié il y a un an tout juste des lignes directrices de la politique africaine du gouvernement fédéral où il est énoncé entre autres, citation, les marchés africains connaissent un développement dynamique et au-delà de l'industrie extractive deviennent de plus en plus intéressants pour les entreprises allemandes du fait de leur pouvoir d'achat croissant, de la demande de produits de qualité et de savoir-faire allemand ainsi que du fait de l'augmentation des investissements et des offres innovantes. Fin citation. Il fait préciser à ce sujet l'intérêt principal, c'est focaliser encore en priorité sur l'industrie extractive. Les intérêts économiques ne sont pas directement mais indirectement servis par le détour de la politique. Dans un premier temps, il s'agit de stabiliser un gouvernement ami dans le cadre d'une alliance avec d'autres. En fin de compte, il s'agit par l'entremise du Mali de marquer sa présence dans toute la région. Nous aimerions bien conclure. Dans la perspective respective des développements internes au Mali, la décision du gouvernement fédéral allemand de mener une action militaire au Mali n'est pas compréhensible à nos yeux. Cette décision est davantage le produit des tentatives de la classe dirigeante allemande d'accéder à une capacité d'intervention militaire internationale et constitue un élément d'une stratégie à visée plus large d'envoyer toujours plus de soldats dans le monde entier, dans le cadre d'interventions européennes et d'autres opérations multilatérales. La plus grande présence militaire allemande sur le sol africain se concentre actuellement au Mali. Elle n'est compréhensible elle n'est pas compréhensible que dans la perspective de toute la région, voire de tout le continent. L'Afrique est un objectif privilégié pour deux raisons. D'une part, il est possible d'y agir avec des moyens limités dans le cadre d'une alliance avec une puissance militaire dominante, à savoir la France, avant que le concurrent économique d'Extrême-Orient, notamment la Chine, n'ait la même idée. D'autre part, en raison des nombreux conflits et crises qui y font rage, le continent offre une profusion de possibilités de se forger des expériences militaires aisément et avec des objectifs prétendument purement humanitaires dans le cadre des missions de l'Union européenne ou d'autres alliances. Enfin, l'Afrique offre une perspective lucrative au capitalisme allemand, étant donné la richesse du continent en matière première. Nous souhaitons souligner une chose. L'intervention allemande n'est ni uniforme ni exempte de contradiction en soi. Nonobstant les intérêts que nous avons décrits, il existe certainement de nombreux projets de développement civil au Mali et en Afrique de l'Ouest qui ne sont pas soumis à l'orientation que nous avons évoquée, mais poursuivent une logique propre. Mais il serait naïf de supposer inversement, en se référant à de tels projets, que les motifs humanitaires se cachent derrière l'engagement militaire de l'Europe. Ce sont les intérêts du capital en Europe et non ceux de la majorité de la population malienne ou ouest-africaine qui constituent le cadre pour les décisions. L'internationalisme est véritable, la solidarité est véritable, n'émane ni des armes ni des intérêts économiques des entreprises. La solidarité internationale est construite par en bas et elle s'appuie sur les luttes des classes populaires en Afrique comme en Europe. Merci. Continue.
continuer un peu à ce que mes camarades viennent d'expliquer, et je vais me pencher beaucoup plus maintenant sur oui, quelques réflexions complémentaires, mais aussi sur ce qui est dans les débats au sein du parti Die Linke, et en général, oui, dans la gauche, quelles seraient des alternatives à une telle politique de militarisation de la politique allemande, et comme aussi étant partie du bloc européen et impérialiste en général. Donc, je remercie aussi beaucoup, avant de commencer, tous les participants et tous les intervenants jusque-là. Nous, on est là toujours pour comprendre et pour apprendre, et dans cette logique aussi, on s'aligne ici de amener ce que vous avez apporté pour encore enrichir nos débats au sein de notre parti pour des meilleures solutions dans une optique de solidarité avec les peuples d'Afrique, notamment. On est là ici au Mali et on parle de ça. Donc, d'abord quelques compléments pour l'analyse. Donc, on vient d'entendre que, en ce qui concerne surtout l'Afrique, il y a encore beaucoup d'incongruents dans la politique allemande. On est en train de se chercher, mais quand même, la ligne générale est nettement claire. Depuis 2011, il faut le dire, on a eu une tentative d'aligner tous les politiques qui jusque-là se sont faites à travers de différents ministères en ce qui concerne leur politique envers l'Afrique, le contact avec l'Afrique, dans une stratégie cohérente pour l'intervention allemande, dans le sens large du terme, en Afrique. Et aussi avec l'idée de vraiment atteindre une certaine cohérence qui jusque-là n'est pas encore atteinte. Et d'abord, ça a été toujours une demande, même progressiste, de le faire, mais beaucoup plus dans l'optique d'aligner les autres apports des autres ministères dans l'optique civile d'une solidarité, d'une coopération civile, de la coopération au développement et réellement humanitaire, si on veut. Donc, cette stratégie a été précisée au début de cette année avec l'accès au pouvoir de cette nouvelle coalition, grande coalition chrétien-démocrate, social-démocrate en Allemagne. Et ce qui s'est ajouté à la stratégie pour l'Afrique jusque-là, c'est que vraiment on veut encore entrer plus en force avec des interventions ou des appuis militaires dans tous les apports civils qu'on a vus jusque-là. Donc clairement, cette nouvelle responsabilité qu'on introduit dans le débat allemand est axée sur l'introduction dans le débat allemand même. C'est aussi un aspect de vraiment faire connaître ou faire discuter ça d'abord en Allemagne et faire user le public allemand à ce qui va venir. Donc, je dirais quand même, il ne faut pas aussi se tomber sur, bien sûr, la politique de la coopération civile au développement. On connaît l'histoire, on sait que ça s'aligne aussi pour tous les pays du Nord, historiquement dans la décolonisation, ça prend ses racines là-bas, et bien sûr pour
pour tous les pays, c'était le moyen principal du Nord d'avoir un ancrage aussi social dans les pays du Sud pour probablement aussi apporter d'autres interventions. En ce qui concerne la France-Afrique, bon, moi je ne suis pas complètement un expert pour ça, mais on vient aussi de l'entendre. Bien sûr, on est dans un monde qui change, dans un monde beaucoup plus globalisé, où il y a plus ces forces seules qui peuvent, ou qui veulent, ou même peuvent intervenir avec leurs propres moyens seuls. Donc, il faut vraiment voir que, je pense quand même, on a beaucoup de réflexions au sein de notre gouvernement sur comment on peut avoir notre part, on avait ça déjà une fois dans l'histoire, notre place au sol, avec une stratégie bien sûr adaptée aux moyens et à la place que l'Allemagne prend politiquement dans le concert des nations capitalistes du Nord et de l'Ouest. Donc, on remarque aussi dans toutes ces interventions, c'est pas seulement, je pense, pour s'entraîner, mais aussi pour commencer une certaine complicité avec, dans ce cas malien, avec le militaire français. Donc, bien sûr, ça devient un partage de travail. On se prend le travail qui n'est pas si sale que ça, qui est aussi bien à vendre. C'est l'entraînement surtout du militaire national, mais ça libère aussi des forces françaises. On a entendu beaucoup sur la manque de financement aussi pour d'autres tâches qui, enfin, on va se partager d'une manière ou autre, je pense, le butin, ou c'est surtout ça l'idée derrière dans l'impérialisme allemand aussi. Donc, et on peut faire face comme ça aussi au changement de rapport qu'on constate avec des nouveaux forces comme les BRICS et d'autres. Donc, je ne vais pas trop parler de ça, mais quand même, oui, il y a ces apports dans l'humanitaire qu'on constate jusque-là. C'est dans l'optique classique de la coopération allemande. Et comme vient de dire mon collègue, c'est souvent contradictoire à ce qui est militaire et aussi notre politique commerciale, internationale et économique en général. Donc, ici, au Mali, on a déjà avant le putsch et tout, on a déjà eu une longue tradition de la coopération allemande, aussi dans les résolutions de conflits. Et c'était aussi l'optique de continuer dans ça, de plutôt préférer des options civiles à la résolution du conflit qu'une intervention militaire. Mais voilà encore ce qu'on a constaté, ce qui date depuis longtemps, c'est que quand la France dicte sa volonté, l'Allemagne s'allie et met ses dispositifs de plus en plus à la disposition aussi. Donc on continue bien sûr avec ces activités civiles pour la résolution des conflits, mais ils ne sont pas du tout bien équipés. Ça revient à la même chose, c'est des interventions ponctuelles et c'est de plus en plus militarisé aussi. Donc là on voit déjà l'alignement, la convergence qu'ils veulent faire.
Et là, oui, si on regarde déjà seulement les questions les plus pratiques, qu'est-ce que l'humanitaire peut faire le plus rapidement possible dans des crises, dans des catastrophes? Est-ce qu'il y a les moyens de transport et tout ça? Donc de plus en plus, on prend ici les capacités de notre militaire sans vraiment... on nous amène à un débat qui dit, bon, l'autre alternative serait de juste être à côté, de regarder par exemple mourir les gens, et ça c'est pas une alternative, mais c'est aussi une stratégie de militarisation, parce que presque jamais c'est discuté qu'on pourrait aussi construire des alternatives civiles pour répondre à ces responsabilités qu'on se donne. Donc, ici, je viens brièvement sur les idées qui circulent au sein du Parti Die Linke. C'est un corps humanitaire dans l'idée principale qui serait capable de répondre à ces exigences humanitaires, mais sans faire recours aux militaires. Donc, dans notre programme du parti, c'est aussi inscrit que, oui, il faudrait institutionnaliser un appui humanitaire dans ce sens. Donc, l'idée, c'est de créer un corps civil qui pourrait intervenir sur la prévention des conflits, dans l'appui au processus de paix, et dans l'optique vraiment inclusive de toutes les populations et adaptée au milieu. Et pour pouvoir être prête à ça, il faut une instance ou une agence qui tient dans un sens dans tout le savoir nécessaire pour faire face à ça. Parce que maintenant, c'est souvent qu'il y a une crise, et très souvent, on cherche des gens pour intervenir, et c'est une cacophonie d'intervention. Donc, cette institution pourrait inclure tous ces savoir-faire psychologiques, de médiation, d'appui juridique et autres, pour appuyer des mouvements démocratiques dans des pays en général, et spécifiquement dans ce quoi on parle en Afrique, si il s'impose cette volonté de demander un appui comme ça à l'Allemagne. L'idée, c'est aussi de l'aligner dans une optique des Nations Unies plus démocratique, et oui, principalement d'avoir à disposition aussi tout le matériel logistique qu'il faut pour implémenter un tel appui démocratique et civil. Donc, oui, je vais conclure sur ça, parce que je reviens à l'idée de la stratégie pour l'Afrique qui était discutée ou qui est implémentée par l'État allemand. Nous, au sein du Parti Die Linke, on a beaucoup réfléchi sur ça, et on est dans un refus d'avoir quelque chose comme ça, comme une stratégie pour l'Afrique. On ne voit pas une spécificité. D'abord, c'est un continent vaste avec beaucoup de différentes réalités, et en plus, on pense beaucoup plus que le développement, c'est pas seulement pour l'Afrique, et les questions sont des questions globales,
comme un commerce équitable et oui, qui sont beaucoup plus dans une optique de changer radicalement nos systèmes de rapport. Donc, je vais conclure là. Je pense ce que je peux offrir, c'est beaucoup plus d'être ouvert pour le débat, pour répondre encore plus sur les questions. Qu'est-ce qui est discuté au sein du parti Die Linke? Ici, ça c'est un de nos instruments principaux au Parlement, c'est poser des questions à notre gouvernement. C'est un concret, comme ça on peut distribuer aussi ça à vous, c'est traduit en français. C'était une interpellation surtout sur toutes les politiques civiles actuelles que l'État allemand mène au Mali, concrètement. Et oui, je n'ai pas trop penché sur ça maintenant, mais je pense que c'est bien à lire et à avoir un peu plus de transparence sur ça. Merci. Je représente ici l'Algérie avec une conception sociostratégique. Je dois dire quelque chose sur ça. La sociostratégie, c'est les représentations, c'est les analyses stratégiques vues par la sociologie, c'est-à-dire la sociologie stratégique comme on l'a. Donc c'est pas un militaire qui parle ou un diplomate, c'est un chercheur qui parle. Pour nous, ça a coïncidé l'indépendance algérienne avec l'indépendance du Mali, donc, et on a accompagné différentes républiques pour pas mal de choses, coopération, diplomatie, ou des fois des aides, ou des fois des pourparlers pour régler certains problèmes. Donc, depuis notre indépendance ou l'indépendance de l'Algérie, l'Algérie a essayé de maintenir dans son rapport avec le Sud un lien privilégié, et surtout du côté du Sahel, à partir de la Mauritanie jusqu'au Tchad et certains moments dans d'autres pays. Donc elle a ce triptyque entre la Méditerranée, le Maghreb et le Sahel. Dans sa relation avec l'Afrique, comme j'ai dit, elle a concentré dans les années 70 toute l'aide, le plus grand part de son programme d'aide à des pays transsahariens, allant de la Mauritanie jusqu'au Tchad. Mais en particulier pour le Mali et pour le Niger, il y a eu beaucoup de choses et c'était différents moments jusqu'à actuellement. Je ne vais pas trop parler sur ce qui se passe, mais je dirais quelque chose pour mettre les choses, parce que je vois qu'il y a en ce moment un débat malien entre les concitoyens maliens. Je dois dire quelque chose sur ce qui se passe à Alger à partir de demain. Un petit peu. Donc, l'apport de l'Algérie pour la stabilité du Sahel durant les conflits, tous les conflits du Mali et du Niger aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie s'était impliquée un peu partout. Donc, l'Algérie a adopté une attitude militante, positive et amicale et sans s'ingérer dans les affaires d'autrui. Elle a joué un rôle politico-diplomatique déterminant pour trouver des solutions, négocier. L'Algérie surtout a assez beaucoup investi pour le règlement de la question Touareg dans les pays voisins, Mali, Niger, pas plus que ça, et puis les Touaregs chez nous, c'est des Algériens à part, en favorisant les différentes rencontres entre les gouvernements et les mouvements de rébellion. Elle s'est trouvée au premier plan en s'impliquant dans l'élaboration des accords et le suivi de ces applications. Elle a ouvert des fois des camps aux réfugiés dans le sud algérien, et surtout maintenant, après ce qui se passe au nord. Et il y a beaucoup de Nigériens et des Maliens qui sont avec nous après ce qui s'est passé après Serva. Ils sont chez nous jusqu'à Alger. Maintenant, ce n'est plus des camps, ils vivent avec nous comme des Algériens. Primo, l'Algérie est la résolution du problème du Nord, au Mali. Ainsi, au Mali, de l'Algérie, le rôle de l'Algérie était mieux appréhendé qu'au Niger, où d'autres acteurs ont influencé les discussions, France, Burkina Faso et la Libye. L'Algérie s'est trouvée le parrain exclusif des rencontres
entre le gouvernement malien et le mouvement Touareg. La première rencontre entre les représentants du gouvernement malien et ceux du mouvement de Front unifié du Touareg s'est tenue à Tamarras du 5 au 6 février 1991. Ça remonte un peu à un moment. Elle fut suivie d'une autre du 29 au 30 décembre 1991 à Alger. À ces deux séries de rencontres s'ajoute une troisième à Alger, du 15 au 25 mars 1992. Donc vous voyez que pour accéder, pour arriver à un pacte, il faut un bon moment de négociation entre les différents acteurs. Ce pacte, et puis il y a eu ce pacte national comme solution à la rébellion au nord du Mali. Ce pacte vise essentiellement la réconciliation du Nord dans toutes les composantes. Cependant, malgré la signature du pacte, on assiste à un regain d'insécurité dû à des promesses non tenues de part et d'autre. Face à cette situation, le médiateur algérien propose une série de rencontres pour dépasser les contentieux et rapprocher les positions. À la rencontre, par exemple, à la rencontre de Tamarras, c'est une ville qui est proche du Sahel, proche du Mali. Pour nous, on essaye de la faire élever comme une capitale tournée vers le sud, vers le Sahel. Et elle reçoit beaucoup de Maliens en ce moment, des Nigériens, et puis même d'autres nationalités depuis les années 90. Après une évaluation des points négatifs qui ont conduit à la dégradation de la situation sécuritaire, les partis ont manifesté leur volonté de surmonter les difficultés par l'exécution et l'application correcte du pacte et les mesures prises à Alger en mai 1994. L'impact de l'Algérie dans l'élaboration et l'application du pacte national signé le 11 avril 1992 à Bamako et les mouvements, tous les mouvements Touareg, le pacte national a été préparé par la partie malienne et finalisé à Alger. Donc ça n'a rien, le médiateur s'en gère pas. À l'issue d'une série de négociations de paix, dans le cadre de la mise en œuvre de ce pacte, il a été mis en place un certain nombre d'organisations telles que la commission de suivi du pacte national dont l'Algérie fait partie et qui a pour mission de contrôler la cession de toute action ou mouvement de nature à faire ressurgir la tension ou à conduire à des incidents. Ce procédé, dans un délai de 60 jours après la signature du pacte, à l'intégration totale des combattants, il a fait intégrer tous les combattants dans l'armée malienne, dans les différents corps en uniforme de l'État, de mettre sur pied des unités spéciales des forces armées, et enfin d'instituer un corps de sécurité. Il faut noter que l'Algérie, après avoir dépêché une forte délégation au Mali, a accrédité le président de la commission de suivi de l'application du pacte national comme ambassadeur. Il avait un poste d'ambassadeur ici, le président qui a géré tout ça, toutes ces négociations, donc il était comme ça. Après la signature du pacte national aussi, l'Algérie a mis à la disposition de la commission de cessez-le-feu une douzaine d'officiers qui observent la paix aux côtés de leurs collègues maliens, équipés de 7 véhicules Land Rover dotés de moyens de lésion radio. En réponse à un besoin exprimé par les autorités maliennes, le gouvernement algérien a octroyé une assistance supplémentaire pour la mise en œuvre du pacte national. Donc voilà, vous avez vu comment ça s'est passé la première. Maintenant, j'essaie de dire un petit mot parce que je suis en train d'entendre ce qui se passe. Vous savez, en ce moment, après l'élection de Abdelkader Mali, c'est comme ça qu'il s'appelle, notre président, c'est Abdelkader Mali, son nom de guerre. Abdelkader Mali. Abdelaziz, il s'appelle Abdelkader Mali. C'est lui qui dirige depuis. On a essayé de contourner l'Algérie pour avoir des négociations à Rabat ou ailleurs, mais les Maliens étaient directs. Et surtout, je salue le ministre actuel des Affaires étrangères parce qu'il a fait les études chez nous à l'école nationale. Il a dit non, c'est l'Algérie. Et depuis, il a fait
Vous savez, nous avons des principes de non-ingérence, on ne sort pas avec notre armée à l'extérieur. On a élevé aussi le principe de non payer les rançons. Et on a fait pour ces dialogues exclusifs entre les Maliens que l'intégrité territoriale du Mali est un paradigme de relations et de la diplomatie algérienne. On ne touche pas à l'intégrité. Vous parlez surtout, et c'est Abdelaziz Bouteflika, le président actuel, comme je vous ai dit, il s'appelait Iran. Il était un militant, il vivait au sud de l'Algérie et surtout au nord du Mali pendant la libération. Donc il a dit l'intégrité territoriale du Mali est un sacro-saint. Il ne faut rien toucher. Parler surtout, on est ici, l'Algérie va accompagner avec de l'aide. On peut s'ouvrir vers les wilayas de chez nous, parce qu'il y a aussi, ils nous ont critiqué, il y a certains partis en France ou surtout en Europe, ils disent voilà, c'est les positions au milieu de l'Algérie. On a dit pour Serval, on ne peut pas, primo, c'est la constitution algérienne qui ne laisse pas l'armée sortir de l'extérieur, et secondo, on a un accord de voisinage positif avec le Mali. On a un continuum entre l'IFORA du Mali avec l'IFORA d'Adra. C'est c'est 36 grandes tribus en déplacement et qui sont au Mali et qui sont en Algérie. Donc c'est pour ça qu'on a dit on ne s'ingère pas avec notre armée. Régler le problème avec d'autres moyens, nous, on reste peut-être positivement, on laisse le survol, mais on ne s'ingère pas. Donc voilà pourquoi en Europe on dit voilà l'Algérie a des positions ambiguës, elle ne veut pas. Mais quand on a eu l'attaque, on a fait notre travail. Quand on a eu l'attaque à Tigantouri, on a fait notre travail. 48 heures, on a réglé ce problème. Et maintenant, c'est vrai, on a laissé les gens, comme j'ai dit, tous les villages qui sont du côté malien, au nord, ils sont chez nous en ce moment, et puis on a fermé. On a fermé pour le Mali, on a fermé pour la Tunisie, on a fermé pour la Libye, c'est fini. Parce qu'on a des problèmes en frontière, donc on ferme. Sinon, on est ouvert depuis notre indépendance à ces pays. Et on est en train de préparer un concept de développement et de sécurité à partir de Tamaras comme capitale du Sud qui est dirigée vers ce métropole et cette préférée de Sahel. Maintenant, au plan international, un accord tripartite a été signé entre le gouvernement malien, le gouvernement algérien et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ACR. Il concerne le repartiment et la réinsertion socio-économique des populations déplacées se trouvant en Algérie. Et même en ce moment, on a vu le passage du ministre des Affaires étrangères du Niger qui commence à se préparer à répatrier les citoyens nigériens qui étaient chez nous depuis l'opération et depuis le déclenchement de l'opération Serval et que depuis ils ne vivent plus avec les bandes et la nébuleuse de la CNUD. Maintenant, la médiation algérienne et la rébellion Touareg au Niger par rapport au Mali, la réconciliation au Niger et la gestion de la rébellion Touareg sont le fruit de la diplomatie multilatérale, c'est-à-dire avec la contribution de l'Algérie et le Burkina Faso et la France. Il ne faut pas oublier. C'est ça qui a été fait, par exemple, au Niger. Une entente fut concrétisée pour la première fois dans ce conflit, ce qui laissait espérer que les deux parties étaient décidées à mettre un terme au conflit. Ces discussions s'annoncent difficiles à la fin de mai 92. Deux rencontres furent annulées à Paris. Ce n'est qu'à fin juillet que intervient la rupture effective de la trêve à cause de l'action gouvernementale qui s'est donnée à des opérations de ratissage dans le Nord. Devant une telle situation, l'Algérie fut désignée pour abriter en juillet 1994 une seconde rencontre entre les deux parties
au cours de cette période, beaucoup de dégâts furent constatés. D'énormes pertes de vie humaine, des villages entiers décimés, des routes rendues impraticables, des villes du nord isolées, malheureusement. Donc tout ça, stratégiquement, l'Algérie s'est tournée avec le Sud, elle a travaillé. L'Algérie est un des pays qui a récupéré totalement, certainement, son territoire et se présente ainsi comme le deuxième grand pays africain. Et même maintenant, après la cession du Sud-Soudan, c'est le premier maintenant pays en Afrique. Elle a des frontières terrestres communes, soit 5990 km avec tous les pays du Maghreb, dont 1350 avec le Maroc, 450 avec la Mauritanie, 1000 avec la Libye, 950 avec la Tunisie et 1000 avec 1280 avec le Mali, 960 km avec le Niger. Donc elle a des frontières subsahariennes avec tous les pays du subsaharien. Pour se dire ce qui se passe comme conflit, comme facteur d'insécurité, dans l'ère sahélo-saharienne sont diverses. Il faut dire que ça résulte du partage de l'ancienne puissance coloniale. Elle n'a pas respecté certaines dynasties, elle n'a pas respecté certains royaumes. Maintenant, on gère. Pour nous, le respect des frontières héritées de l'indépendance est un principe sacro-saint aussi. On ne touche pas. Malheureusement, depuis ce conflit, et depuis, on a essayé de nous dire, voilà, vous militez pour le Sahara occidental, allez, on va essayer de la connaître. Et c'est malheureusement que c'est fait passer à Paris. À Paris, et puis nous, on a fait une direction opérationnelle à Tamarest qui s'appelle CIMO, avec la contribution du Mali, du Niger, et avec la reconnaissance extérieure. On s'est préparé pour régler le problème du nord du Mali. Et on a été contourné par l'intervention de M. Sarkozy, et comment ils l'ont fait à l'OTAN. Donc c'est une précipitation. Et puis c'est une précipitation parce que nous, on a travaillé, on a commencé à travailler à Tamaras. Il y avait des offres de hauts gradés de Maliens et tout, des Nigériens et des Algériens qui travaillaient et se préparaient pour ça. Et puis quand vient un jeune capitaine faire un coup d'état comme ça, et puis ATT, le président malien, le dernier président, il était chez nous, on se préparait aussi, on m'a donné une aide, et on commençait à travailler, puis on était contourné par une opération militaire qui a fait des dégâts, et voilà. Malgré ça, j'essaie de dire que l'Algérie a tout fait, et puis elle a une stratégie pour la stabilité du Sahel. Si par exemple l'attachement de l'Algérie à la Méditerranée au Maghreb a été suffisamment élaboré et concrétisé dans la pratique, il reste que la profondeur africaine de l'Algérie n'a été que superficiellement exploitée, jusqu'à un présent récent. Maintenant, le Sahara, elle est quoi? Un enjeu ou un carrefour civilisationnel? En effet, le Sahara en général n'a jamais constitué un handicap pour les nomades dans leur périple vers le nord. Ils étaient depuis le temps ancien une voie de communication entre le nord africain et l'Afrique subsaharienne. C'est un espace religieux et culturel dans lequel des affinités afro-berbères et arabo-musulmans se sont tissées. Les caractéristiques géographiques inhabituelles du Grand Sahara en Algérie présentent des défis spéciaux vis-à-vis de la sécurité frontalière. Ce qui se passe chez nous. La majorité de la population se concentre malheureusement chez nous aussi au nord, près de la mer, et elle laisse le vide. Le vide du Sahara, pour moi, c'est un vide stratégique qu'il ne faut pas le laisser. Et c'est pour ça qu'on a laissé le vide. On a eu la nébuleuse, l'ACMI et d'autres qui sont venus malheureusement au nord du Mali et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Cela ne me laisse pas aussi indifférent vis-à-vis de ce qui a été dit par nos collègues, surtout
de la gauche française et nos amis de toute la gauche, PCF, PCF et en tout cas pour moi c'est important. Je veux pas. Oui. Donc je dirais tous mes amis français de la tendance qui est plus humaniste que d'autres. Et aussi nos amis allemands, parce qu'en fait, on a vu, pour nous c'est très positif que l'Allemagne ne s'est pas ingérée dans de ces conflits. Et puis on était en train de se préparer à avoir un grand projet, un géant projet de 400 milliards, c'est Desertec, qui va, que les Allemands essaient de l'investir, et que nous, on va essayer, comme vous savez, le balayage solaire dans le Grand Maghreb est très important et très intéressant. Les Allemands se sont préparés à faire un travail comme ça. Et c'est pour ça qu'ils ont gardé leur position positive, et ils gardent leur place pour les prochaines, pour parler quand il y aura plus de conflits dans cette zone, espérons, et il y aura le projet de Desertec, et nous, on a essayé de commencer à nous préparer à investir dans ce domaine par nos moyens, avec la contribution américaine ou allemande ou française. Et on aura nos panneaux, on aura nos éoliennes, on aura nos centres gazo-solaires et tout ça. Et on va travailler avec eux pour ce projet. Donc j'ai essayé de dire ça. Maintenant, pour le monde globalisé, pour la géopolitique de connivence qui est en train de se mettre entre l'Empire sans tête, Rome, la nouvelle Rome, et les pays de Golfe, vraiment, elle a eu des retombées négatives sur tout ce qui se passe, que ce soit en Afrique, et en ce moment au Moyen-Orient et en Syrie. Je dirais même qu'en Syrie aussi, il y a ce problème de connivence entre la puissance américaine et d'autres États pour affaiblir ce... Et ils ont essayé de négocier avec lui durant l'Union pour la Méditerranée à Paris. M. Sarkozy lui a proposé qu'on va te donner le Golan. Le Golan, c'est une partie qui est encore sous l'État d'Israël. Et si simplement vous essayez de vous tirer de la coopération syrienne, iranienne. Mais et c'est pour ça qu'on voit, par exemple, en ce moment, et ce que je dis, ce qui se passe, et c'est une revanche du président défunt Saddam Hussein, parce que c'est maintenant les bassistes qui sont enrôlés sous Daesh, l'État islamique qui est en train de combattre partout en Syrie et partout. Donc, c'est tout cette géopolitique qui essaie de faire abaisser l'État-nation partout, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient, c'est de faire nouvelle étape qui se prépare pour de nouvelles reformulations des frontières Sykes-Picot. Donc tout ça, comme j'ai dit, on a essayé de parler de tout, et un peu de ce que... Et puis vous avez le texte, il va être publié par la Fondation. Je remercie aussi la Fondation Rosa Luxembourg de son aide, la Fondation française Gabriel Péry, que je connais depuis un moment, et tous les contributeurs maliens et tout. Et je vous remercie aussi de l'accueil qui était très intéressant, et je vous remercie. Merci. Cette excellente initiative, parce que l'une des formes de violence dont on a souffert et dont on continue de souffrir dans ce pays, c'est ce que j'ai appelé le viol de l'imaginaire. Jusqu'à présent, il y a une manière de présenter l'état des lieux, d'écrire l'histoire de ces derniers mois. L'immense majorité des Maliens vous parleront de la crise humanitaire et sécuritaire, mais rarement
de la dimension économique de cette crise. Ce sujet est, même quand on revient là-dessus, on insiste là-dessus, on a l'impression que du côté des Maliens, il y a une forme d'autocensure, et tout simplement parce que les gens restent persuadés qu'il n'y a pas d'alternative à la mondialisation capitaliste. Et la composante de la société malienne qui souffre le plus de cette lecture partielle et partiale des réalités, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Elles représentent 51% de la population et plus de 50% de l'électorat. Mais comme si délibérément on avait décidé de les maintenir dans ce schéma que je montre ici, sur ce système patriarcal, pyramidal. Mais tout se passe comme ça, du côté gauche, ce que j'appelle le versant interne du système patriarcal. Les Africaines ont appris à nommer les douleurs internes. On nous a appris à parler de notre statut d'infériorité, de l'excision, la polygamie, les tâches domestiques, les violences sexuelles. Et tout ça, la communauté internationale aime bien financer cette dimension des violences faites aux femmes. Mais voici maintenant que de l'autre côté, ce qu'ils appellent, il y a voile et voile, mais une sorte de voile, toute cette partie à gauche, et la violence du système est délibérément occultée. Nulle personne au Mali n'ira parler aux femmes du marché mondial, les termes de l'échange, l'ajustement structurel, dette extérieure, privatisation, paupérisation, et ainsi de suite. Et je ne vois pas comment nous pouvons nous en sortir s'il y a cette forme de discrimination qui consiste à raconter une partie de l'histoire aux femmes et prétendre qu'on veut les outiller contre les formes de violence. Je vous résume ici en fait une lettre ouverte à Ban Ki-moon, compte tenu du fait que la fameuse communauté internationale ne cesse de parler des violences faites aux femmes. Et il y a la fameuse résolution du Conseil de sécurité, la 1325, dont il est question au même titre que les objectifs du millénium du développement. On dépense énormément d'énergie et d'argent dans, soi-disant, la formation des femmes pour qu'elles se protègent contre les violences, mais toujours est-il qu'il s'agit rarement des violences de l'ordre civique du monde. Alors, quand cette histoire, quand toutes ces choses nous sont arrivées au Mali, j'ai bien entendu exprimer mon doute et même ma désapprobation sur cette manière de présenter les choses qui a consisté à mettre l'accent sur les viols, les atrocités des djihadistes. Et pour moi, on est arrivé à quelque chose de sordide. Et la manipulation de violences qui sont réelles et leur marchandisation. La marchandisation consiste pour certaines organisations dites de droits de l'homme, de défense des droits de l'homme, et à appeler les femmes maliennes à leur expliquer comment il faut aller expliquer sur le terrain aux femmes violées et qui sont déplacées, toutes celles qui subissent ces atrocités, comment on va poursuivre les fautifs. Et c'est ça qui continue. On est là dans la dimension juridique du débat et jamais on ne leur dira que tout ce dont il est question dans cette salle, en disant qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de hasard, mais on inflige aux femmes cette sorte de, disons, grille de lecture qui est un véritable handicap pour nous. Nous sommes des femmes handicapées, intellectuellement handicapées, parce que nous ne parlerons jamais dans ce genre de rassemblement des causes macroéconomiques, géopolitiques et stratégiques
des maux de ce continent. Et je parle du continent parce que c'est général et spécifiquement au Mali. Et c'est d'autant plus grave qu'il ne s'agit pas que du Mali. Quand vous regardez la situation en République démocratique du Congo, vous verrez que encore ce qui est redoutable, ce sont les fauteurs de guerre et les épouses des fauteurs de guerre qui ont le leadership dans ce genre de démarche soi-disant en faveur des femmes. Madame Bush, Laura Bush, était la championne, elle voulait aller sauver les Afghanes et les Irakiennes. Et Madame Sarkozy, et Valérie Trierweiler, et puis récemment, quand il y a eu les filles, les lycéennes de Chibok, et la tête, c'est Madame Obama, encore Trierweiler. Alors ce sont ces femmes qui ne posent pas de questions à leurs époux sur les guerres et le système de ces guerres. Ce sont ces femmes-là donc qui ont la responsabilité de réfléchir sur les femmes africaines. Malheureusement, ça marche. Ça marche. Les femmes elles-mêmes, vous avez beau faire, jamais elles n'iront sur ce terrain. Le schéma suivant. Donc nous avons créé, je vous présente, j'ai insisté auprès d'Issa pour vous présenter ce manifeste. C'est une sorte de manifeste adressé à Ban Ki-moon pour dire, revendiquer notre droit à la connaissance. Ces systèmes, nous sommes dans un système aujourd'hui, il y a une production de connaissances. Tout ce dont il est question ici, c'est des connaissances nouvelles sur l'état du monde, sur les relations nord-sud. Et pourquoi confisquer cette connaissance, faire de telle sorte que dans nos pays, nous sommes en fait des citoyens de seconde zone. Nous sommes des citoyens de seconde zone, alors qu'on a aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur des dégâts, il y a la possibilité aujourd'hui de bâtir avec les citoyens du monde de nouvelles formes de solidarité. Mais cela suppose que nous-mêmes, on est porteurs de messages, qu'on vient dire aux autres, voici là où nous avons mal. Mais rarement nous pouvons dire nous-mêmes, là où on a mal, on nous désigne l'ennemi. L'ennemi aujourd'hui, c'est le djihadisme. Et l'ennemi, c'est tout ce qu'on veut, mais ce n'est jamais le FMI, la Banque mondiale, tout ça, c'est des acteurs institutionnels qu'on nomme ici. Pourquoi nous ne le faisons pas? Et cette défaillance, cette faillite de la pensée critique est à cause du financement. Parce que l'État, il ne faut pas croire, la dépendance financière entretient la dépendance théorique et intellectuelle. On s'interdit de nommer les institutions, les rois du système, de peur d'être indexés. Donc nous pensons que ce que nous sommes en mesure de situer et globalement, vous connaissez tout cela, je ne vais pas entrer dans les détails, pour moi, en tout cas, une bonne connaissance des enjeux de la mondialisation libérale, en disant que le fin fond du débat, c'est que, Sarkozy l'avait dit, aller chercher bec et ongle la croissance. Il faut aller chercher la croissance ailleurs. Donc, voici que les Obama et les dirigeants occidentaux qui ont, disons, qui sont à la barre et à la gouverne, qui dirigent tous ces processus-là, ça pense en tout cas qu'il faut chercher les ingrédients ailleurs, et ailleurs, bien entendu, c'est l'Afrique, l'immensité de l'Afrique, l'arrière-cour où on va aller chercher les ressources naturelles, mais aussi la poubelle. La poubelle, nous on entre dans la mondialisation par le bas, on recycle tous les restes. Allez faire un tour au marché, si vous trouvez des produits maliens de qualité, vous me les montrerez. On recycle tout, les vieux rideaux, les vieilles voitures, les vieux climatiseurs. Nous on est là pour les femmes. Malheureusement, tout ce que nous savions faire, tout le monde apprend à vendre quelque chose. Si ce n'est pas chinois, c'est des produits venus d'Europe et ce n'est jamais de la qualité. Ça passe par la nourriture, les médicaments, tout ce qu'on veut. Donc cette mondialisation capitaliste, ce développement dépendant et extraverti, qui se traduit par le moins d'État, moins de souveraineté, plus de marché, plus de pillage des richesses, chômage et corruption. La plaie du chômage. La plaie du chômage et de la pauvreté de masse. Il ne faut pas chercher midi à 14 h. L'immense majorité des djihadistes, exactement, j'ai l'habitude de dire que nous ne sommes que des lointaines banlieues. Nous sommes des lointaines banlieues. On n'a pas trouvé de réponse à la demande légitime de travail des gens. Donc, dans leur quête d'alternative,
la plupart des jeunes aujourd'hui s'inscrivent, si ce n'est pas l'immigration clandestine, le narcotrafic, le djihad, c'est une alternative, qu'on le veut ou non, c'est une alternative pour beaucoup de jeunes. Mais si on ne veut pas l'interpréter comme ça, on préfère criminaliser. Donc la criminalisation justifie la militarisation. Mais on ne veut pas savoir, il faut les tuer tous. Ici, on a assisté à des réunions où il y a les gens qui disent, même si c'est des Maliens, il faut les tuer tous. Bon, moi je vois quand même que dans les pays civilisés et démocratiques, en tout cas ils se donnent les moyens de mettre en place un système de renseignement, qui ils sont, quand est-ce qu'ils sont revenus. On se pose la question au moins de savoir ce qu'ils sont. Mais nous, dans notre mouvement de femmes, on a vu des mères, et dans certaines familles, comme je le disais l'autre jour, il y a des gens qui sont entrés dans l'armée par nécessité. Rares sont ceux qui sont motivés. Il y a ceux qui ont essayé d'émigrer, qui n'ont pas pu, qui sont revenus et qui essaient de repartir et qui se font recruter par le Moujao en Sardine en cours de route. Mais ce sont ces gens-là qu'il faut tuer, qu'on veut tuer. Donc est-ce que les femmes africaines, les Maliennes sont d'accord qu'on les élimine tous, ou alors nous allons nous impliquer nous-mêmes dans la réflexion de telle sorte que nous en arrivons à des alternatives dont je parlerai en dernier lieu. Donc nous pensons que qui se crée la pauvreté, les inégalités, les injustices et l'impunité, donc perte de repères, narcotrafic, émigration, dégradation des conditions de vie, surtout. On est dans la bande sahélienne. Quand les gens parlent du Sahel, rarement on fait allusion au changement climatique. Or, le caractère cyclique des rébellions, quand on regarde dans le temps, la plupart du temps, c'est lié aussi aux grandes sécheresses. Mais on a totalement éliminé la dimension environnementale et écologique du débat sur le Sahel et nos pays. Donc, aggravation et bien sûr, les femmes sont exposées à toutes sortes de violences dans ce genre de contexte. Les soulèvements populaires, pourquoi je dis que c'est aussi le djihadisme comme la rébellion, c'est des formes de radicalisation des luttes, parce qu'après chaque rébellion, après chaque soulèvement populaire, on s'est interdit encore une fois de se dire que le jeune Mohamed Bouazizi, il y a des millions, des centaines de millions de Mohamed Bouazizi en Afrique subsaharienne. Il est mort pourquoi? Ce n'était pas seulement pour l'alternance politique, ce n'était pas seulement pour que Ben Ali tombe, mais c'était parce qu'il voulait vivre dignement, il voulait du travail. Alors, si on est dans un système, dans des relations bilatérales, multilatérales et internationales, où on est capable de reconnaître en l'autre son humanité, de se dire que si 12% à 15% de taux de chômage rend totalement fou les dirigeants du Nord, nous on est, les taux de chômage ici c'est tout simplement surréaliste, personne ne peut vous dire. C'est le travail qui est rare, ce sont les travailleurs qui sont rares, tout le monde se débrouille quelque part, personne rare. Donc la plaie du chômage, je disais donc dans mon intervention qu'on pourrait s'entendre même avec l'Europe, la France, si on acceptait de reconnaître que sous nos cieux, ça fait près de 5 décennies que nous subissons l'austérité, les coupes budgétaires dans tous les domaines, la santé, l'éducation, l'eau, l'assainissement. Et Ebola, il faut essayer de questionner notre incapacité de faire face à une épidémie relativement facile à gérer, est due aussi à ce contexte-là où il y a des infrastructures, mais le personnel de santé n'est pas là. Quand il est là, il n'y a pas les médicaments. Les soins minimums ne sont pas là. Donc Ebola est une interpellation, ce n'est pas une menace pour la paix et la sécurité internationale, c'est d'abord une interpellation et une occasion historique de déconstruction du système. Alors c'est pour ça que nous avons, dans notre troisième schéma, on défie, c'est un véritable défi à la communauté internationale. Pourquoi lettre ouverte à Ban Ki-moon? Parce que nous sommes fatigués de la notion de communauté internationale. Voici une notion floue qui masque tout. Et les objectifs du millénaire du développement, les 7 objectifs sont là. Le 8e objectif, partenariat mondial pour le développement, mais c'est là où le bas blesse. Chacun de ces secteurs, ce qui s'est passé
si nous ne nous posons pas davantage des questions sur les dessins des acteurs institutionnels et politiques, on ne s'en sort pas. Nous ne nous en sortirons pas seulement par nos bagarres internes autour du pouvoir. Ce qui s'est passé d'extrêmement grave, Suzanne Georges en parle dans son dernier livre, Les usurpateurs. Et les multinationales ont infiltré les Nations Unies à travers Global Compact. C'est-à-dire qu'ils ont pris, et chaque secteur doit être source de profit juteux pour les transnationales. C'est ainsi que, on vous parle d'éliminer l'extrême pauvreté et la faim. Comment cela est possible si l'agro-business fait main basse sur les terres agricoles et les ressources en eau? On vous parle d'assurer l'éducation primaire pour tous. On vous parle de l'égalité des sexes. Moi, je suis fatigué de l'égalité mathématique et formelle. Je n'ai pas besoin d'être légal d'hommes qui se mettent au service de ces multinationales. Je ne veux pas de cette égalité. C'est un faux débat. Malheureusement, toutes les femmes sont en train de se battre ici dans ce pays pour être 30% au poste électif ou nominatif. Je dis d'accord, pour quel projet de société? Si c'est pour aller vendre le Mali et l'Afrique, moi je ne suis pas preneur. Donc la question, le défi aujourd'hui, c'est à nous de changer de paradigme. Je répète, nous sommes plus de 50% de la population. Et nous sommes dans un monde, un système eurocentrique, marchand et éminemment masculin. Si nos hommes ne sont plus désireux de se battre, parce que je peux le comprendre, Thomas Sankara, le bonsoir, et dans leur discours contradictoire, on pense que les Africains font trop d'enfants, mais on n'est pas mécontent de savoir qu'ils seront 2 milliards de consommateurs et on voudrait que ce soit la classe moyenne. Mon œil, quelle classe moyenne? Cette histoire de classe moyenne, ça c'est dans les têtes. Donc les décideurs vont et viennent. On vous parle d'une Afrique émergente, Afrique, disons, derrière frontière de la mondialisation heureuse de Alain Ming. Donc voilà, on y croit. On y croit, c'est pour cette raison qu'on ne critique pas. On préfère s'en tenir aux enjeux institutionnels et juridiques, mais personne ne questionne l'économie ici, sauf dans des espaces comme celui-ci. Maintenant, Badenia, c'est une notion, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je pense que si nous, les langues, si nous nous donnons les moyens de participer au débat, de prendre en charge la responsabilité de débattre dans les langues nationales, on peut atteindre une masse critique de gens et impliquer sur la base de ces valeurs-là, questionner le politique, l'économie et l'environnement. Je conclue par ce qui se passe en ce moment au Burkina Faso. C'est réconfortant, mais on est passé par là, nous aussi. Et je me dis que, comme le printemps arabe, les révolutions arabes, comme notre révolution de mars 91, l'euphorie, de nouveaux visages, mais malheureusement, ça risque d'être le même programme. À moins que ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui ont la responsabilité de préparer non seulement la transition, ceux qui vont venir, revendiquent l'héritage de Sankara. L'héritage de Sankara est d'actualité. Parce qu'il a insisté sur 3 questions essentielles. Le désendettement, le désarmement et la souveraineté économique. La question du coton, on est un pays producteur de coton, on ne consomme pas notre coton. On le sait, on le dit, mais on ne fait rien pour consommer notre coton. Donc ces questions fondamentales soulevées par Thomas Sankara, c'est ça qui doit nous enthousiasmer et c'est sur ce terrain que nous devons défier les acteurs politiques. Mais cette revendication, au Mali aussi, nous faisons l'effort de localiser, c'est-à-dire l'économie locale, comment redynamiser, comment changer de mode de consommation et de comportement économique. Encore une fois, le rôle des femmes est capital. Je termine pour dire que c'est pendant un certain temps, il y a des gens qui disent Aminata, vraiment, elle veut nous ramener en arrière, construire en terre, les histoires de Borland, tout ça. Et voilà, on est moderne et la modernité, on voit ce que c'est le renoncement à soi. Mais quand on suit la marche du monde global, on se rend compte en fait que nous sommes avant-gardistes. Quand le dernier livre de Jérémy Rifkin et toute l'économie collaborative, tout ce qu'on voit aujourd'hui, le système de partage en Occident, les gens essaient d'échanger et de dépenser le moins possible.
nous le pouvons. La seule différence, c'est qu'on n'a pas mis Internet à profit pour voir cette économie collaborative, comment on peut, dans tous les domaines, dans les villages, on peut nettoyer tout, on peut reconstruire, on peut revoir nos mondes, et on a les solutions. On a les solutions. L'Occident aujourd'hui est en train de remettre au bout du jour des alternatives que nous avons. Donc c'est dans ce domaine-là, sur ce terrain que nous nous battons, et en puisant dans la culture, et en disant qu'un autre Mali et un autre monde sont véritablement possibles. Il faudra tout simplement que nous-mêmes nous ayons confiance en nous-mêmes et qu'on cesse d'instrumentaliser la souffrance des femmes. Merci. Bon, ouais, ok. On va commencer. L'analyse de la thématique pour laquelle nous sommes là. Donc, je n'ai pas le choix. Je remercie vraiment tous ceux qui ont participé à offrir cet espace d'échange et de réflexion. Présentez-vous. Donc oui, je viens. Donc ma présentation n'est pas très facile parce que je sais assez mal entre deux choses. J'en viens. Donc moi je suis docteur Sangaré Koumba-Touré, chargé de cours à la faculté au département de philosophie, faculté des sciences sociales et des sciences de l'éducation. Mais je viens juste à peine, je quitte le département du ministère en charge de la femme, conseiller technique près de 5 ans, il y a à peine 10 jours. Et j'avoue que lorsque j'ai eu l'opportunité d'être là, c'était ce qui me manquait. Je ne pouvais pas vivre d'être confiné au cabinet, ne pouvant rien apporter pratiquement par rapport au changement, la vision que j'ai pour le combat de la femme malienne. Donc merci ceux qui ont participé. Et mon intervention est relative à la communication de ma soeur Aminata Draman, que je salue vraiment. Par rapport à la question des femmes, moi je suis parfaitement d'accord, les femmes peuvent faire beaucoup de choses. Et malheureusement, c'est parce que je me suis retrouvée dans cette situation où j'ai vu que toute la problématique, n'est-ce pas, liée à ce qu'on appelle leader au Mali aujourd'hui. J'insiste sur le mot leader féminin me pose des problèmes. Ça dit que maintenant je suis en train de me demander, mais la définition du leader, qu'est-ce que les femmes sont en train de faire pour reconstruire vraiment le Mali d'André Wanda? Et juste le passage, un petit exemple. La MINUSMA a organisé une rencontre pour l'implication des femmes pour parler d'Alger. Et j'étais là en tant que représentante de mon département. Et j'ai vu les femmes, vraiment, les mots, je n'ai pas envie d'être grossière, mais les femmes sont mises à discuter, excusez-moi, à tirer dans tous les sens, en réalité pour être présente à Alger. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Avec quel calendrier, quel programme? Quelles sont les stratégies qui sont mises en non? Il faut qu'on soit là parce qu'on est femme, c'est pas représenté. Donc vraiment, c'est pour dire que vous avez touché vraiment du doigt tout ce que j'ai vécu directement pendant 5 ans, de voir tout ce que les femmes peuvent faire, mais malheureusement, on ne fait rien. Et là, ça me ramène à poser une autre question. L'existence même de ce département en charge de la protection des droits de la femme, l'historique même de la lutte, c'est-à-dire que je me demande, est-ce que ce n'est pas la manière dont ce département est né d'une sorte de revendication d'un ministère, et on est en train de gérer comme s'il s'agit d'un mouvement associatif. J'avoue que c'est tout, c'est-à-dire toutes ces interrogations. Je me dis, mais pourtant, les femmes sont au cœur du développement. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. En milieu rural, c'est elles qui se battent, qui travaillent, qui sont dans le procès de production, c'est toute la ligne. Bref, vraiment, j'ai beaucoup à dire, mais je pense que je vais me limiter là. Voilà, merci. Vous avez parlé de l'action militaire. Est-ce qu'il y a une coopération policière de la part du gouvernement allemand avec le Mali ou avec d'autres pays africains? Parce qu'on oublie cet aspect aussi, des fois, qui peut être un soutien à des régimes critiquables. Et j'aurais une question à notre ami algérien. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les liens entre l'Algérie et les groupes armés au Nord Mali?
et je pense que ça pourrait être intéressant. Je voulais m'adresser à mon frère algérien, Mohamed. Je ne suis pas d'accord avec vous sur le rôle joué par l'Algérie. Le président Ben Bella, Aminata Damane était là, nous l'a rappelé ici, lors de sa dernière visite. Le rôle prépondérant, majeur joué par la Première République, par son ami Modibo Keïta, pour l'indépendance de l'Algérie. Le président Bouteflika, vous l'avez rappelé, était basé à Gao. C'est ce choix politique. En plus, la dénonciation des essais nucléaires au Sahara, les conflits frontaliers Maroc-Algérie, c'est ici à Bamako que ça a été résolu. Il ne faut pas être naïf, les États n'ont pas d'amis, les États ont des intérêts. Ce sont les problèmes des Algériens qui ont été évacués ici, chez nous, le maillon faible. Sur le GSPC, toutes ces histoires-là que nous avons au nord, Mali, djihadistes là, c'est les problèmes algériens. Parce que, vous voyez, ces djihadistes au Grand Nord, mais où est-ce qu'ils se ravitaillent? C'est en Algérie. Que ce soit en carburant, en médicaments, etc. Tout vient d'Algérie. Yann et autres ont bien souri en Algérie, vous le savez très bien. Tant que le problème algérien ne sera pas résolu, dites-vous bien que le problème malien du Nord, c'est sa criminalité. Les accords de Ouagadougou, pourquoi on a amené à Alger? Accord de Tamanrasset, vous l'avez rappelé. Accord d'Alger, la médiation de l'Algérie, c'est vrai. Mais comme on dit chez nous en Bambara, bien, c'est bien Gabrieva. C'est vous qui êtes chargé de nous aider à trouver, vous avez les pieds sur le problème. La société civile algérienne, le parti de gauche algérien, on ne vous entend pas dénoncer la position de votre gouvernement par rapport à ce problème. L'Algérie décrète, elle ne veut pas, les Algériens ne veulent, les enfants algériens ne veulent pas mourir pour les autres. Les autres sont morts pour vous. C'est que vous semblez oublier. Donc vraiment, il y a quelque chose à revoir dans votre position. On ne choisit pas ses voisins. Vous êtes notre voisin, vous êtes notre frère. Aidez-nous, et réglez votre problème, aidez-nous à régler notre problème. Merci. Pour lesquels j'avais énormément d'intérêt, la conception socio-stratégique. Pourquoi? Parce que moi je pense que ici au Mali, l'un des problèmes majeurs, c'est que nos dirigeants ne connaissent pas leur peuple. Ils ne les connaissent pas. On dirige des hommes et des femmes que l'on ne connaît pas. Et c'est ça l'échec de nos politiques en général.